Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Moi, c'est Nala et ça fait longtemps, je pense, que tu m'as pas entendu. En tout cas, si tu suis le podcast, j'ai eu un petit blocage créatif. Je savais plus trop où je voulais aller, ce que j'avais envie de faire. Je change souvent d'avis quand je fais des choses, donc parfois c'est difficile de les tenir sur la durée. Mais le podcast n'est pas terminé. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Cosima, qui est community manager dans le jeu vidéo. Et cet épisode, ça fait peut-être 1 an qu'on en parle. Facilement, ouais. Bonjour Cosima. Salut. Et bienvenue. Comment Merci. vas-tu ? Ça va. On est en Guadeloupe, on est bien. Mais oui, parce que du coup, c'est la première fois au studio Debs. Absolument. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est très apaisant comme endroit, j'aime beaucoup. Ouais, c'est les canapés, ça donne envie de parler. C'est les canapés, l'isolation phonique. C'est exactement ça. Parlons de toi d'abord. Ok, ça marche. J'ai fait des études dans la communication, sans grande surprise. J'imagine que tu en rencontres pas mal comme ça dans le podcast. J'ai fait des études au final, en tout cas sur la fin, qui étaient très axées sur du travail en agence de communication. Donc vraiment pour travailler pour plusieurs clients différents, dans des industries différentes. Et je me retrouvais pas trop là-dedans. Je préférais vraiment bosser chez ce qu'on appelle l'annonceur, donc directement dans les entreprises. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, donc dans une start-up où on a travaillé toutes les deux. Oui, j'étais commerciale à ce moment-là. Voilà. Je t'ai perdue. Et moi, j'étais la personne multitâche communication. Je faisais du support client, je faisais du community management, je faisais des plaquettes de sales aussi. Ouais. Je m'en souviens. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que c'est pour ça que t'es là. Je m'explique. Tu es la première personne dans ma carrière professionnelle qui m'a donné envie de m'intéresser au marketing. C'est-à-dire qu'avant de te rencontrer, j'étais convaincue que je voulais être commerciale. Ouais. Ouais. En mode... que je voulais être business developer. C'est ça. Développer le business. Je sais pas, mais pour moi, c'était différent que d'être commercial, tu vois. Ouais. Parce que je pense que le commercial, j'avais vraiment la vision à l'ancienne du mec qui vend en porte-à-porte sur catalogue. Le VRP. Exactement. Et je me disais, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, signer d'autres business avec mon business en B2B, ça fait sens, tu vois. Et je pense que cette expérience, c'était un peu la première désillusion là-dessus, parce que je me suis rendu compte que mon métier, c'était vendre des trucs à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Ouais. Et que aussi, c'était vraiment pas quelque chose de créatif, très scripté, on reste dans le cadre. Ouais. Et c'est justement avec ton métier multitâche, des fois, t'avais besoin d'aide. Ouais. Et les tout petits trucs que t'as partagés, c'est ce qui m'a fait me dire, mais en fait, si j'ai pas le choix, en tout cas, en mode, toutes les spécialités qu'il y avait en école de commerce et tout, oui, ouais. Le marketing, ça semble être ce qu'il y a de mieux, parce que je pourrais au moins exprimer ma créativité. Ouais. Donc voilà, le podcast n'existerait pas si je ne t'avais pas rencontré, incroyable. Je pense. C'est l'origin story, finalement. C'est ça. Je te laisse poursuivre. Du coup, on s'est rencontrés dans cette fameuse start-up. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé un peu par hasard. J'ai postulé chez Ubisoft pour la suite de mon alternance. Et j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai fait tout mon début de carrière là-bas, sur des postes assez variés au final, parce qu'au début, j'étais plutôt dans un poste assez RH, au niveau en fait des équipes qui s'occupaient des supports de learning et d'apprentissage pour les équipes d'Ubisoft. Ce qui était cool, c'est que vu que c'était mon premier pas dans le jeu vidéo, je pense que c'était le meilleur endroit pour le faire, parce que ça te permet de savoir quels sont les métiers qui composent une entreprise comme Ubisoft. Ça fait quoi un gameplay programmeur, un 3D artiste, etc. Et du coup, ça, c'était ma première année chez Ubisoft. Et il y avait quand même quelque chose qui relevait de la gestion de communauté, parce que j'avais cette mission de gérer la communauté apprenante d'Ubisoft. Donc en fait, il y avait pas mal de personnes dans les équipes qui étaient un peu moteurs pour ça, que ce soit les managers ou des fois des gens qui étaient là depuis un petit peu plus longtemps, même sans être manager, qui allaient insuffler en fait une dynamique d'apprentissage dans leurs équipes. Et du coup, moi, j'avais ces personnes-là et je devais les nourrir de contenu, quoi. Donc c'était au final
presque la première communauté au final que j'ai gérée. T'as managé. C'est ça. Et de fil en aiguille, cet aspect très communication interne m'a plu et c'est comme ça que j'ai changé d'équipe chez Ubisoft pour être sur de la communication interne, mais vraiment pour toute l'entreprise. Et cette fois-ci sur des tendances de l'industrie et de la tech. Donc j'étais dans un département avec des personnes qui faisaient des recherches sur pas mal de tendances. À l'époque, on parlait pas mal de blockchain, par exemple. On parlait aussi déjà d'intelligence artificielle. Et du coup, on parlait des NFT. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pense des NFT? C'était pas facile. C'était un des gros setbacks que j'ai eu sur ce poste-là parce que j'ai voulu insuffler une espèce de direction de... Bon, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est, moi, la première. Mm-hmm. Même en étant proche de l'équipe qui les développait, tu vois. C'est un point commun. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment voulu apporter ce truc de venez, on essaie de prendre start to finish, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pour quelles raisons et tout. Et en fait, je comprenais aussi la grogne des gens parce que il y avait quelque chose de l'ordre de on avait l'impression qu'on leur forçait une décision stratégique de l'entreprise. Et du coup, selon moi, le job, c'était aussi de leur expliquer en fait d'où venait cette décision, etc. Et c'est aussi un cas de community management hyper intéressant. Tu vois beaucoup de retours négatifs, parfois même plutôt qui relèvent de la colère et de l'énervement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est quelque chose que je me répète souvent aussi en tant que community manager, c'est la colère des gens. S'ils sont vraiment en colère et qu'ils prennent le temps de l'exprimer, c'est qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire. Je passe mon temps à expliquer ça à mes clients. Ouais. Surtout par rapport, dans le contexte des avis Google. Que oui. tu ne peux pas supprimer. Ouais. Du coup. Et il y a un côté en mode, je préfère ne pas avoir de fiche Google My Business parce que je veux pas qu'on me laisse d'avis négatifs qui vont plomber ma note. Et en fait, là-dessus, je me dis, des fois, dans la plupart des cas, il faut se débarrasser de ses biais quand on fait quelque chose, mais là, il faut s'en rapprocher, en fait. Puisque en soi, perso, je vois une note, je vais pas m'arrêter à la note. Je vais quand même aller voir les avis. Ouais. Je vais aller voir souvent les avis négatifs. Oui. Et même dans ces avis, il va y avoir un tri. Parce que, en fait, il y a tellement de choses qui font aujourd'hui qu'on peut laisser un avis négatif qui n'est pas authentique, qu'il y a toute une étude qui se fait, en fait. Et pour moi, il y a quand même l'opportunité pour l'établissement de répondre. Mm-hmm. Et à chaque fois, ce que je dis, c'est que le pire quand tu fais un truc sur Internet, c'est que personne réagisse. Ouais. C'est pas que les gens réagissent mal, c'est que personne cale à ce que tu fais, en fait. C'est ça. Alors que t'as passé du temps à le faire. Ouais, exactement. Je te laisse poursuivre, voilà. Pardon. Et du coup, voilà, ça, c'était mes expériences, en tout cas, de community management, finalement, aussi interne. Mm-hmm. Et proposer des réponses sous forme de contenu, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai pu continuer à faire, cette fois-ci, dans un studio indépendant. Donc, on est vraiment une plus petite équipe. Et le métier de community manager dans un studio indépendant, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de mèmes et de blagues là-dessus. En fait, t'as tous les métiers. T'es CMO, t'es designer, t'es customer experience, t'es 2D artiste. Enfin, voilà. À peu près tout et n'importe quoi là-dedans. Et c'est ce que j'ai pu aussi faire quand j'étais donc dans ce studio qui s'appelle Happy Volcano, qui est basé en Belgique. Et du coup, j'ai travaillé sur un titre, alors c'est un petit jeu de course assez marrant, car le but, c'est de garer sa voiture, qui s'appelle You Suck at Parking. Et du coup, le titre m'a plu tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde quand ils m'ont proposé de les rejoindre. Et c'était vraiment une expérience de community management, de community development aussi, on pourra y revenir, mais qui était très complète. Et aussi avec son lot de problèmes, parce que les joueurs et les joueuses, c'est aussi une population qui est très spécifique, qui est très exigeante, qui paye pour quelque chose sur des plateformes qu'ils et elles connaissent très bien, sur laquelle ils peuvent mettre des avis, sur laquelle ils peuvent demander des remboursements. Donc il y a aussi, tu vois, toute une mécanique qui se met en place de faut vraiment pas se planter, quoi.
Voilà. Et donc ça pendant 1 an et demi. Et l'année dernière, j'ai passé aussi quelques mois directement au sein des équipes communautaires de Discord. Mais là, c'est vrai qu'on passait sur un niveau de community management beaucoup plus élevé en termes de taille de communauté et de responsabilité vis-à-vis de ces communautés, parce qu'on parle d'espace avec 250 000 personnes dans le même serveur. Et mon travail, ça a été de me demander, voilà, comment on leur propose du contenu, comment on s'assure que ce sont des espaces qui sont sécures pour tout le monde. Et sur un autre pan aussi, on avait un objectif de développer les compétences des gens qui créent des serveurs Discord. Et moi, mon but, c'était de proposer ça plutôt à la communauté francophone. Donc voilà, ça c'était mon travail pendant quelques mois chez Discord. Et maintenant, je suis freelance directement. Je bosse avec quelques studios plutôt français pour le moment en community management. Donc je les aide à créer leur serveur Discord, à gérer leurs réseaux sociaux, à gérer leur page Steam, donc directement sur le store des jeux aussi parfois. Et voilà, et puis à créer une stratégie de contenu autour des jeux. Et là, je parle surtout de jeux indépendants, et ça a vraiment aussi une spécificité, mais voilà, on pourrait y revenir, je pense aussi. Oui, c'est clair. Alors, est-ce que c'est cette industrie qui t'a choisi ou c'est toi qui t'as choisi? C'est une question que je me pose tous les jours. Bon, je pense qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Enfin, au-delà du fait que ce soit un marché innovant, intéressant, c'est aussi une passion, quelque part. C'est aussi une passion, et à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'Ubisoft, c'était un peu un hasard. Mais quand je suis arrivée chez Ubisoft, j'ai aussi réalisé à quel point j'avais toujours été une joueuse. J'ai eu l'occasion de faire une espèce de petite présentation. Alors c'était pendant le confinement, la com interne a essayé d'organiser pas mal d'événements en ligne où les gens venaient pour faire des petites présentations. Et en fait, un jour, on m'a donné un thème. C'était la première de cette petite émission, donc j'aidais aussi ma collègue à la faire. Et le thème, c'était les jeux qui m'ont amené à travailler dans l'industrie. Ah, c'est trop bien. Et en fait, au début, je me sentais pas légitime. Je me suis dit, mais en fait, moi, quand j'ai postulé chez Ubisoft, je me considérais plus tellement comme une joueuse. Et en fait, en faisant toute la liste du plus loin que je puisse me souvenir, du plus loin où ma mère avait ramené des vieux Macintosh à la maison, parce que à l'époque, ils se débarrassaient des ordi dès qu'il y en avait un nouveau qui sortait, ça allait très très vite. Oui. Et du coup, on avait des espèces de disquettes avec 50 jeux dessus. Tu le mettais dans le Macintosh et puis c'était parti pour la journée, quoi. C'était du casse-briques, c'était rien d'incroyable, mais déjà là, je passais énormément de temps à jouer. En fait, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai eu un peu le même rapport avec les jeux vidéo. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas une joueuse, une vraie, plus par rapport au type de jeu auquel je jouais, tu vois. Oui, il y a un vrai cliché aussi sur c'est quoi un gamer. C'est quoi un gamer? C'est quoi une gameuse, visiblement, du coup. Aussi, ouais. Et effectivement, par rapport aussi au fait que en soi, c'est une industrie, en tout cas en termes de compétition, d'e-sport et tout, qui s'est organisée au final dans les 10 dernières années. Donc, au début, les jeux qui faisaient l'objet de compétition, il n'y en avait pas énormément. Ouais. Mais je me rappelle que j'avais ce truc à la bouche, je disais ça tout le temps au lycée, à qui voulait l'entendre, qu'il y a des championnats du monde de Tetris, en fait. Bien sûr, depuis toujours, en fait. Et que Tetris, c'est russe, en fait. Ouais. Ça aussi. Ouais. Et que, en soi, moi, je me demandais comment est-ce que mon addiction sur Internet a commencé. Et je pense que ça a commencé avec Tetris, concrètement. Oui, ouais. Et ensuite, Tetris Battle sur Facebook. On jouait déjà à tellement de jeux en ligne, même dans les premières années de Facebook, il y avait énormément de jeux. Mais Facebook, en fait, franchement, est-ce qu'ils ont pas un peu loupé le truc? Oui, ils l'ont complètement raté. Steam, tu vois, à vouloir être la méga plateforme entre Snapchat, TikTok, WhatsApp. Ils ont WhatsApp maintenant, mais tout en même temps, ils sont passés à côté d'un créneau qu'ils avaient, quoi. Parce que je me souviens de ça et je me souviens aussi d'Akhenator. Oui. Akhenator. Mais c'était quoi ce truc? En plus, sur Facebook. Et quand je vois, tu vois, même la difficulté avec laquelle les plateformes ont à intégrer les jeux aujourd'hui, je sais pas si t'as déjà joué à GTA sur Netflix.
c'est pas quali, non, quoi. Ouais. L'expérience, c'est pas ouf. Et il y a très peu de gens qui savent qu'il y a des jeux dans l'application Netflix, l'application mobile. Oui, je l'ai appris à mon copain il y a 3 jours. Vraiment, il savait pas. Mais t'as vu comment c'est caché tout en bas aussi? Ouais. C'est abusé. Donc, ouais. Donc, en fait, je me posais la question parce que je me dis, il y a un côté, c'est un peu une industrie de puristes. Est-ce qu'il faut pas avoir été dans une école, au final, tu vois, qui est reconnue par l'industrie pour le faire, mais en même temps, là, on parle de métiers qui ne sont pas propres uniquement aux jeux vidéo. C'est ça. Donc, tu peux y arriver par plein de trucs. Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais à un moment, je le voyais un peu comme le luxe, quoi. En mode, on peut pas rentrer dans ce truc. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu fermé. D'un peu fermé dans le sens où c'est un petit milieu. En tout cas, si on considère surtout la France, c'est un petit milieu. T'es toujours à une personne d'une autre personne que t'as envie de rencontrer dans le milieu. Vraiment salut LinkedIn. C'est ça. Non mais c'est réel, et pour avoir fait quelques conventions de professionnels de l'industrie, c'est toujours bah oui, bien sûr que je connais machin parce que je connais les trucs, quoi. Et du coup, c'est vrai que il y a quelques années, je pense que c'était encore beaucoup plus fermé que maintenant. Dans le sens où il y avait cet effet de oui, on va prendre que des gens de telle et telle école, et les studios parfois se rendent aussi coupables de ça. Parce qu'il y a des arrangements entre studio et école, ça c'est totalement vérifié et marketé. Mais des gros studios se privent pas non plus de faire des partenariats avec des grosses écoles de commerce, par exemple, pour avoir les autres corps de métier qui les intéressent. D'accord. Donc c'est vrai que même moi, j'ai l'impression d'être rentrée par la petite porte parce que je sortais de l'université. Enfin, quand on s'est rencontrés, j'étais à l'IUT de Paris. Et après, en fait, j'ai fait une école privée, mais c'était surtout pour avoir le contrat d'alternance pour aller chez Ubisoft, quoi. Et en fait, tous les autres stagiaires et alternants d'Ubisoft venaient de la même école. Et donc, ils se connaissaient déjà tous. Ouais. Il y avait quand même quelque chose déjà qui se fermait à cet endroit-là. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un facteur chance qui joue toujours dans mon cas, où je pense avoir été aussi très bien entourée et mentorée par d'autres personnes qui étaient là depuis plus longtemps dans l'industrie, qui étaient aussi sur des métiers un peu à côté. On n'est pas directement dans la production de jeux, on est dans ce qu'on appelle le support et l'édition, et qui m'ont aussi guidée dans cette industrie-là, sur quel titre il faut regarder, quelle personne il faut regarder, leurs inspirations, etc. Donc je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée. Maintenant, ce que je trouve différent par rapport au moment où j'ai commencé, parce que du coup on parle de 2016, ça commence à remonter un peu, il y a plein d'associations en réalité qui font vraiment beaucoup de taf sur proposer du mentorat, proposer du networking, ce genre de choses. Je pense à Women in Games France, notamment pour les personnes, pour les femmes ou les personnes de genre marginalisées. Il y a Afro Gameuse qui fait un taf exceptionnel aussi pour vraiment à la fois. Alors Afro Gameuse, elles ont 2 pans aussi, c'est la représentation dans les jeux vidéo et dans les équipes. Du coup, il y a quand même cet aspect professionnalisant pour les personnes qui veulent rentrer dans l'industrie. Et voilà, il y a des choses qui se créent à des associations régionales aussi, qui font un très bon taf. Il y en a un peu partout en France et voilà, font ce même travail de networking et de créer un vrai réseau proche et de rendre l'industrie moins fermée. Oui, et du coup, je voudrais mentionner notamment la Batli, dont fait partie mon frère, qui est du coup une association en Guadeloupe. Donc, effectivement, c'est une industrie qui a changé, en tout cas, par rapport à 2016, quand tu débutais. Bah, du coup, on va parler des problèmes. On va passer, du coup, pas vraiment aux choses à éviter, mais comment est-ce que tu décrirais les a priori ou les pièges dans lesquels ne pas tomber quand on fait du CM dans le jeu vidéo, dans un marché où justement on est face à une communauté d'utilisateurs exigeante, experte, enfin presque experte sur le produit en tout cas, très proche aussi de son évolution et de son histoire. Et voilà quoi. Enfin, c'est un fandom en fait. C'est un fandom. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est travers. Et notamment, un travers qui n'en est pas tout le temps un, notamment celui de vouloir absolument façonner le jeu.
quand on crée une communauté de jeux vidéo, on laisse souvent la possibilité et on l'ouvre justement pour dire, bon bah voilà, on est en contact avec vous via un serveur Discord, via un forum Reddit, peu importe. Et vous pouvez nous faire des suggestions. Vous pouvez nous dire que vous aimeriez qu'il y ait, que le personnage il ait un petit peu d'invincibilité dès qu'il dash sur cette map, etc. Voilà, ça c'est le genre de suggestions que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière et que l'équipe a fixé cette semaine. Et c'est des suggestions que des fois aussi l'équipe peut pas forcément voir s'il n'y a pas de playtest et de recherche utilisateur poussée. Pas tous les studios peuvent se permettre de faire ces études-là, d'avoir un vrai labo avec ce qu'on appelle des UX researchers, donc vraiment des personnes qui vont se concentrer sur l'expérience utilisateur, sur même parfois des tout petits morceaux du jeu, quoi. Ubisoft peut faire ça, par exemple. Ils sont assez gros pour se dire, bon, bah, on va payer 50 personnes pour jouer à l'onboarding du jeu pour savoir s'il fonctionne, quoi. Et s'il fonctionne bien, si les gens ont compris. Et quand t'as un petit studio, du coup, t'ouvres, tu dis, bah, donnez-nous vos suggestions. Sauf que, une expression que j'adore, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est que, y a à boire et à manger dans les suggestions des gens. Parce que, ils sont tous différents, parce qu'ils ont tous leur jeu préféré, leur façon de jouer favorite. Et, s'il y en a un qui va préférer une chose, l'autre sera complètement pas d'accord. Et du coup, le job du community manager aussi, c'est de faire le tri là-dedans. C'est de faire le tri là-dedans, en accord avec l'équipe, et d'être au final aussi assez expert sur le jeu pour pouvoir faire ce tri. Comment ça se passe cette partie? On est dans les problèmes. Ouais, on est dans les problèmes. C'est vraiment pas évident parce qu'il faut quand même avoir une grosse communication directement avec la direction du jeu et le ou la produceur. Et des fois, c'est aussi... c'est pas qu'on veut pas appliquer ce qu'on nous suggère, c'est que l'équipe est trop petite, ou il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas assez de bras. Voilà. Et du coup, on rentre sur un autre terrain du community manager qui est gérer les attentes des gens. Parce que tu peux aussi leur dire, bah oui, on pourrait faire ce truc-là. Ouais, on y réfléchit, on enquête pour voir si c'est faisable. Et c'est plein d'éléments de langage comme ça que tu vas pouvoir utiliser pour gérer les attentes, mais pour autant... T'as une liste? Il y a une liste. Et je prends un exemple qui est maintenant, dans tous les cas, dans l'histoire, on va dire, mais sur You Suck at Parking, c'est un jeu avec plusieurs maps. Il y a différents niveaux, ils sont tous différents. Et en fait, quand tu vois un jeu pareil, tu te dis, moi aussi, je veux faire une carte. Je veux pouvoir mettre la route où je veux, les obstacles où je veux, etc. Ouais. Et l'éditeur de niveau, quand en plus tu sors le jeu sur des plateformes différentes, c'est à s'arracher les cheveux. Et c'est pas faisable pour une équipe de 15-20 personnes, c'est pas possible. Et du coup, en fait, le problème, c'est que très tôt, l'équipe a dit, bah ouais, c'est une pure idée, enfin, on pourrait le faire et tout. Et du coup, ils ont créé des attentes à ce niveau-là. Donc moi, quand je suis arrivée, les gens n'arrêtaient pas de parler de l'éditeur de niveau, qui techniquement existait, parce que nos level designers, il fallait bien qu'ils utilisent quelque chose pour créer le niveau. Mais il n'était pas du tout fait pour les joueurs et les joueuses. Il y avait un taf inimaginable pour le rendre accessible, pour que les personnes puissent poster leur niveau, accéder au niveau. C'est techniquement très, très dur. Et du coup, pendant très longtemps, tout le monde nous demandait alors l'éditeur de niveau ou le resuggérait en pensant que c'était même pas encore un sujet. Alors, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais comment est-ce que ça serait passé si vous aviez été honnête? En mode, on a eu les yeux plus gros que le ventre, on n'y arrive pas les gars, voilà pourquoi. En fait, je pense que c'est pas quelque chose qu'ils ont besoin de savoir. Pourquoi? Intéressant. Parce qu'en fait, je me dis, vu leur niveau d'implication, ça pourrait peut-être calmer le jeu de dire... ben ouais, on a pris en considération, on s'est assis, on en a parlé, et techniquement, c'est compliqué. On n'a pas besoin de vous l'expliquer en détail, on veut juste que vous sachiez qu'on vous a écouté, mais que c'est factuellement pas possible. Il me semble qu'au fur et à mesure, on avait commencé à dire que c'était trop gros par rapport aux ambitions du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec un jeu où c'était juste un jeu solo, pour partir sur un jeu multijoueur. Et là, déjà, c'était une grosse transformation, avec tous les contraintes techniques que ça implique. Et en fait, plus le jeu est devenu gros sur ce pan-là, moins les demandes d'éditeurs de niveau
sont remontées. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois qu'on en avait, il y avait quelque chose de l'ordre de pour l'instant, c'est pas une priorité. Ou c'est plus une priorité parce que vous nous avez demandé ça pour le multi et ça, on peut le faire et le livrer dans 3 semaines. Et du coup, on va aussi remplacer ces attentes par d'autres qui sont priorisées. Et je pense qu'il y a un vrai challenge aussi de la transparence, mais tu l'as bien relevé au final. Un vrai challenge de la transparence sur qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire. Mais pour moi, il y a un tri à effectuer sur ce qu'on partage ou pas. Parce que des fois, on se retrouve à donner énormément d'informations aux joueurs et aux joueuses, alors que des fois, ils cherchent juste un truc. Quand tu fais une mise à jour de ton jeu, tu fais toujours un changelog. Dans le changelog, il y a quoi ? Il y a tous les bugs que tu as réparés, il y a quelques trucs que tu as ajoutés. C'est culturel. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui vont être intéressés que aux choses qui ont été ajoutées, ou d'autres qui sont là en mode ce bug, je l'avais envoyé, ils l'ont réparé, let's go, tu vois, c'est grâce à moi. Et puis, t'as l'équipe aussi qui veut dire, regardez, on a fixé tout ça. Pour eux, c'est un achievement, le changelog. C'est une liste de plein de choses qu'ils ont fait pendant 3 semaines. Et du coup, moi, j'arrive au moment où j'ai le changelog version longue et je dois le mettre en version joueur. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir qu'ils ont fixé une étincelle à 1 microseconde dans le jeu, etc. Ouais. Donc j'arrive pour faire aussi cet écrémage-là et prioriser le niveau de transparence aussi qu'on veut avoir quand on communique envers les joueurs. Je vois. Donc au final, tu traduis. Je traduis, ouais. Ouais, de fond. Ça marche. Quelle est ta meilleure ou ta pire anecdote depuis que tu es CM ? La meilleure ou ma pire ? Je pense que j'ai quand même envie de parler de quelques trucs qui sont passés sur You Suck at Parking. You Suck at Parking, tu ne sais pas te garer, traduction. Beaucoup de c'est trop un jeu pour les meufs, ça. Beaucoup. Énormément. Et en fait, t'en as tellement dans les commentaires YouTube, dans les commentaires Reddit, tu t'y fais plus trop attention à force. Mais en fait, je pense que la meilleure chose que à laquelle j'ai pu assister par rapport à ça, c'est quelqu'un qui avait vraiment rejoint le serveur Discord pour dire ça. Et toute la communauté lui a un peu tombé dessus, mais pas méchamment. Ils ont juste dit, en fait, ça a rien à faire ici. Nous, on est là parce qu'on aime le jeu, et ça, c'est juste sexiste, donc s'il te plaît, la porte, c'est là, en fait. C'est encore pire que d'être méchant. Ouais. Puisque du coup, c'est factuellement vrai en soi. Il y a un côté, tu viens dire ça sur le serveur. Ouais. C'est à propos de toi, du coup. Oui. Je comprends pas. Ouais. Bref, ok. Et Et du coup, comment c'était pour toi de gérer ça, puisque forcément, ça t'impacte. Ouais. Surtout, après, là, on arrive aussi sur c'est quoi être une meuf dans l'industrie aujourd'hui, toujours. Ouais. Et en fait, il y a aussi le facteur de les studios sont aussi majoritairement masculins. Oui. Et je sais qu'il m'est arrivé une fois quelqu'un qui était sur le serveur du You Suck at Parking qui a voulu m'envoyer des messages privés sur Discord, ce que j'autorisais parfois parce que des fois ils peuvent te signaler des problèmes sur le serveur ou ce genre de choses. Du coup, tu étais sur le serveur en tant que community manager. Ton handle, c'était en rapport avec ton identité ou... Ouais, juste Cosima. D'accord. Et oui, après, je demandais aux personnes d'indiquer leurs pronoms, donc les miens étaient aussi indiqués dans mon profil Discord. Et en fait, il y a donc un membre du serveur qui est venu me parler en message privé et qui a été vraiment poussif, mais comme si j'étais en fait déjà sa pote. Il m'a fait des remarques. C'est devenu personnel. Ouais, il m'a fait des remarques sur le fait que si j'étais française, vu que je suis française, je dois avoir un accent sexy, etc. Et c'était out of line. That's weird. Oui, voilà. That's suspicious. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est pas le pire. Le pire, c'est en fait la réception que j'ai eue chez mes collègues. Ouais. C'était, t'as qu'à leur dire que t'as un mec. Ouais. Qui a un autre mâle dans les parages. Exactement. N'importe quoi. Ça va, il a pas été méchant.
toujours à diminuer en fait. Le propos. Voilà. Et en fait, ça te demande en plus. Déjà, tu viens de te prendre ça, c'était pas un bon moment. Mais en plus, quand tu vas raconter ce qui s'est passé, on te refout une charge de. Il va falloir que tu dépenses ton énergie pour leur expliquer pourquoi c'était pas ok en plus ce qui vient de t'arriver, quoi. Du coup, c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois dans l'industrie. On sait que c'est une industrie qui a des problèmes à ce niveau-là et ça remonte. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il faut aller regarder du côté de ce qui s'est passé au début des années 2010 autour du Gamergate, etc. Des personnes, soit femmes ou de genre marginalisées, qui sont harcelées dans l'industrie, c'est quotidien. Mais parfois même les skins de certains persos, ça pose problème. Oui, et du coup, évidemment que ça se ressent dans les créations, c'est évident, à chaque fois. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est pas ce qu'on entend le plus qui représente réellement la communauté des genres, parce que, enfin, on peut en parler aussi par rapport aux personnes racisées. Enfin, les porte-paroles du gaming sont quand même... Enfin, ils se ressemblent tous, quoi. Oui. Il suffit de regarder les Game Awards encore cette année, vous serez pas surpris, malheureusement. C'est vraiment oui, voilà, terrible. C'est ça. Et c'est vrai que moi, ça me... Enfin, comment dire, je pense que, en tout cas dans mon développement personnel, bref, j'ai grandi, quoi. Je me suis toujours dit, en fait, c'est lié à l'innovation de l'industrie. Oui. Genre, c'est normal qu'il y ait que des blonds en doudoune plate dans l'immobilier, t'as vu? Oui. C'est mieux. À Paris, bien sûr. En Guadeloupe, c'est différent. On a toute une variété d'agents immobiliers. Et d'agentes. Agent ou agente? Ma foi. Agente, ça fonctionne. Agente, ça fonctionne. Et du coup, en fait, il y avait un peu de naïveté en mode... dans le jeu vidéo, ça peut pas être comme ça, tu vois. Pas dans une industrie autant basée sur la créativité, la recherche de ce qu'il y a derrière, ce que tu vois et tout. Enfin, le fait aussi que ça a été longtemps porté par des pays non occidentaux. Enfin, mais bon. Mais en fait, on en parlait tout à l'heure, le fait que ce soit très fermé, ça rend aussi l'industrie très élitiste au final. L'industrie du jeu vidéo a certes un problème de diversité au global, mais aussi dans les classes sociales. Il y a des vraies études qui ont été faites sur l'industrie du jeu vidéo et faites, mais à la large majorité, de classe moyenne supérieure. Vraiment. Parce qu'il y a un problème d'accès aussi aux écoles, au matériel. Enfin, une console de jeu, même si... Une console, mais c'est ça. De jeu, c'est très cher. Oui, et puis même, au final... Enfin, outre la console, si t'as envie de le faire de façon professionnelle, enfin, sans sponsoring, c'est très compliqué. Ouais. Et en même temps, c'est au final une discipline qui ne bénéficie pas de l'antériorité du sport, par exemple. Et donc même la recherche de sponsors, elle est hyper compliquée. Et ça te demande plein d'autres compétences qui n'ont rien à voir avec le fait de jouer. Oui. Et voilà, quoi, faut s'accrocher. Je suis contente qu'on ait parlé de ça. Comment tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe? On a eu énormément de discussions sur ce qui se passe ici. Tu connais mon métier. C'est pas la première fois que tu viens. Et du coup, je pense quand même que ton avis peut avoir de la valeur, surtout dans une industrie aussi innovante et où, au final, en étant sur un territoire d'outre-mer, on a moins accès à ces opportunités. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de talent sur place. Shout out à mon frère. Donc, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? J'avoue que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup exploré, mais comme tu l'as dit, voilà, on avait des discussions, je suis venue ici quelques fois, mais je pense que on parlait aussi déjà du maillage associatif. Pour moi, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. De juste savoir qu'il y a un endroit où des gens se rassemblent pour parler de la même chose, pour soit jouer ensemble ou travailler ensemble. Je pense que ça peut faire une grosse différence et que ça peut créer une évolution comme on l'a déjà vu dans l'Hexagone au final. Mais c'est vrai que il faudrait encore que ce soit aussi énergique finalement que dans l'Hexagone, qu'il y ait plein de petites associations, mais peut-être qu'il y en ait une aussi qui regroupe de têtes pour être un petit peu porte-drapeau ou voilà, sur toute la Caraïbe ou sur chaque archipel, enfin tu vois. Ouais, bah c'est vrai que ça rejoint une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps aussi sur le fait que
en soi, d'être un territoire aussi éloigné, c'est un peu à double tranchant, parce que bon, on est loin de ce qui se passe effectivement en Hexagone, mais en même temps, on a tous ces territoires différents autour de nous qui peuvent aussi nous inspirer. Et s'il y a bien un truc que le jeu vidéo permet, c'est de pratiquer son anglais. Ouais. Surtout en multijoueur. Oui. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi tu vois, de plus se renseigner sur ce qui se fait dans le jeu vidéo, dans la Caraïbe. S'il faut, il y a des studios, on le sait même pas. Juste parce qu'ils sont pas dans les Antilles françaises et qu'on a très ce truc de on va voir ce qui se passe en Guadeloupe, on va voir ce qui se passe en Martinique, à Saint-Martin, peut-être à Saint-Barth, même si je crois qu'il se passe pas grand-chose là-bas. Bah, merci Cosima, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, que tu aimerais rajouter? Non, juste en lien avec ce qu'on vient de discuter, je pense que je veux encore ressouligner le travail de Afro Gameuses. Je crois qu'aussi elles ont des attaches pas très loin d'ici, donc voilà. Juste un shout-out à Afro Gameuses toujours. On les adore. Oui, c'est exceptionnel ce que vous faites. Merci d'exister. Et du coup, Cosima, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter X principalement, même si je shitpost, comme on dit dans le métier, énormément. Mais ma chaîne Twitch est vivante, donc voilà, sur Twitch de temps en temps pour regarder des séries un peu vieilles et un peu de jeux vidéo. Voilà, @Cosimania sur Twitch. Ok, ça marche. On va repréciser tout ça dans la description de l'épisode. Toi qui nous écoutes, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta @saucedigital au pluriel ou un email saucedigital au pluriel @gmail.com et je te mets toutes les informations de contact, les outils évoqués et les handles de tout le monde dans la description de l'épisode. Comme d'hab, si ça t'a plu, on n'oublie pas les 5 étoiles, ça compte quand même dans le classement. Et moi, je suis super contente d'être de retour, donc merci d'être resté jusque-là. Bisous.